Nathalie Popielec. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Popielec, vous êtes économiste, vous êtes ancienne experte senior au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous êtes présidente d'Adéquate Consulting. Vous venez de publier l'organisation et la valorisation de la recherche, problématiques européennes et études comparées de la France et de l'Allemagne, avec Jean-Alain Ayrault. C'est aux éditions Peter Lang. Quand on pense valorisation de la recherche, voilà, on sait que c'est l'obsession, enfin ça devrait être l'obsession, plutôt justement ça l'est sans l'être, enfin voilà, on a beaucoup de mal avec cette question de la valorisation, on peut faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Une des erreurs, c'est peut-être de penser que tout peut fonctionner selon une logique d'appel à projet et qu'on pourrait programmer le futur, si je vous résume. Oui, en fait, ce qu'on a vu avec donc mon collègue Jean-Alain Ayrault, quand on a fait un retour historique, c'est que le système de recherche et l'innovation est extrêmement complexe. Il évolue au gré de l'histoire et des cultures des pays. Et en fait, concevoir des politiques publiques d'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et une erreur, bien sûr, à ne pas faire, c'est de considérer que le processus d'innovation est linéaire. Il suffit de financer pour avoir des applications, pour que ça fonctionne bien. Je pense que c'est assez délicat puisqu'il faut trouver des ententes, des synergies entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, de manière à ne pas brider la curiosité des chercheurs et aussi synchroniser les horloges, puisque la recherche fondamentale peut demander beaucoup plus de temps que la recherche appliquée. Bien sûr. Alors, même si ce n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, oui. On sent quand même très bien dans votre ouvrage que le modèle allemand paraît un peu plus performant que le modèle français, voilà, quand on prend les chiffres. Oui. Et notamment aussi lié à un financement par les entreprises de la recherche. Oui. Tout à fait. En fait, c'est vrai que l'Allemagne consacre beaucoup plus de financement à la recherche, à la fois au niveau fédéral pour la recherche fondamentale et pour les instruments de recherche scientifique qui sont pilotés au niveau fédéral. Et au niveau des Länder, il y a beaucoup d'argent pour les universités qui fonctionnent de façon assez autonome avec les sujets de recherche qu'elles ont envie de traiter. Et il y a tout le réseau des Fraunhofer qui sont en fait des réseaux de recherche appliquée qui font le lien entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle et les entreprises, mais chacun ayant sa tâche bien identifiée. Une obsession de la liberté et de l'éthique. Oui. Oui, beaucoup. Alors, de la liberté, c'est même inscrit dans la Constitution fédérale. L'enseignement doit être libre, la recherche aussi. Ce qui fait que ce qui peut intéresser les Allemands, quand il y a une personne qui amène un beau projet, une belle idée, on va faire en sorte, à la limite, on va créer un institut autour de cette personne pour lui permettre de développer son idée. Ça, c'est une idée très forte. Hein. C'est l'humain au cœur. Oui, l'humain au cœur, oui, tout à fait. Voilà, c'est pas juste l'appel à projet. Mais vous dites en même temps, la France a aussi des avantages, des atouts, et c'est pour ça qu'il faut penser la complémentarité au niveau européen et non pas vouloir tous faire la même chose. Tout à fait, il y a des complémentarités parfois avec la vision très décentralisée. L'Allemagne peut avoir aussi des difficultés lorsqu'elle veut créer par exemple, l'idée d'IDEX en Allemagne ne passe pas assez facilement. Oui. En France, on a cette possibilité de créer des universités d'excellence. Donc ça, c'est plus récent puisque je dirais que l'Allemagne a beaucoup misé dans le passé sur l'université, ce qui n'a pas été le cas de la France puisqu'elle avait cette dichotomie entre l'université et les grandes écoles pour l'enseignement. Donc, et puis les gros organismes de recherche qui faisaient la recherche d'excellence. Voilà, donc là, on veut redonner un petit peu de notoriété aux universités et de façon impulsée quand même de façon plus centralisée. Et non sans ironie, mais vous avez un encadré qui revient sur Saclay et le président Emmanuel Macron qui split le plateau de Saclay en deux. Voilà, donc moi j'étais là au moment où il l'a annoncé. Puisqu'on l'a su... Donc, Polytechnique d'un côté, voilà, les universités on l'a de l'autre. su, il nous a fait cette annonce en amphi à Centrale Supélec pour nous annoncer ça. Donc on a été un peu déçus, oui.
Voilà, donc parfois il y a des mauvais réflexes qui reprennent le dessus, même quand on a été rapporteur d'un rapport sur la valorisation de la recherche. L'organisation et la valorisation de la recherche, problématique européenne et études comparées de la France et de l'Allemagne, à lire absolument. C'est à ma connaissance le premier ouvrage qui se plonge ainsi dans cette question spécifique de la valorisation de la recherche qui est absolument majeure face à nos défis. Oui, en considérant le système tout entier et ce qui nous a... On a fait ça parce qu'on s'est intéressé à l'impact de la recherche. Donc on ne peut pas mesurer l'impact en prenant la recherche de façon très isolée. Il faut regarder l'ensemble du système. Et donc en fait, ce serait l'impact du système de recherche et d'innovation qu'on a essayé de regarder en faisant l'évolution dans le temps. J'aime beaucoup cette idée que finalement, il y aurait un argument implicite selon lequel la nation préférerait le développement économique à la beauté de la science. Et en fait, repenser paradoxalement, c'est penser d'abord à la beauté de la science. Oui, d'autant que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, puisque certaines nations misaient vraiment sur la science, policy for science, comme une fin en soi et non pas un moyen. Ouvrage à lire absolument. Merci Nathalie. Merci beaucoup Jean-Philippe.